Samedi 13 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et on démarre avec ce point de l'actualité. Un peu plus de 72 heures après l'attaque du corridor et de la base militaire des forces de défense et de sécurité à Kafolo. Le calme est revenu dans le village frontalier avec le Burkina Faso. En attendant les conclusions de l'enquête qui a été ouverte, la vie a repris son cours timidement. C'est un constat à Kafolo de Soro Corona. C'est avec la peur au ventre que les habitants de Kafolo se sont réveillés ce vendredi matin. C'est dans ce village situé à 7 km de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso que le corridor et une base de l'armée ivoirienne ont été attaqués par des hommes armés dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin. Comment les populations de Kafolo ont-elles vécu cette nuit d'horreur? Côté ouest, c'est par là les détournements ont commencé. Et ça a commencé à prendre tout le village, presque partout dans le village. En particulier, le corridor qui est tout juste à côté du pont et la base militaire qui est là. Là, il y a eu beaucoup de détonations. De 3 heures jusqu'à 5 heures, il y a eu des détonations. Bon, Dieu merci, avec la peur, personne de la population civile a dit qu'il va sortir pour faire quoi que ce soit ou bien pour fuir. Depuis jeudi, un renfort de l'armée est présent sur le lieu pour un ratissage afin de mettre la main sur ces hommes sans foi ni loi. Une présence militaire qui rassure. Cette attaque vient mettre en péril le secteur touristique qui bat de l'aile ces derniers temps. Kafolo est une zone touristique bien fréquentée avec le parc de la Comoé. Cette année, nous n'avons eu aucun client. C'est pas très bon pour l'hôtel parce qu'il y a quand même des employés du village qui travaillent à l'hôtel et on est obligé de licencier énormément de personnes. Avant, ça se passait très très bien. On avait jusqu'à 5 à 6 000 personnes sur 6 mois, puisque c'est un hôtel qui est saisonnier, qui ouvre pendant la saison touristique, la saison sèche. C'est là que les touristes viennent et en saison des pluies, on est fermé. Les activités et le trafic routier ont timidement repris sous l'œil vigilant de l'armée déployée dans la zone. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. L'attaque des bases militaires de Kafolo est la deuxième attaque terroriste que connaît la Côte d'Ivoire après celle de Grand Bassam en 2016. Un autre combat, celui des autorités sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 280 nouveaux cas positifs, 51 guéris et malheureusement 4 nouveaux décès. À la date donc du 12 juin, la Côte d'Ivoire compte 4 684 cas confirmés. On écoute ici le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, est au micro de Grace Kando. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 12 juin 2020, 280 nouveaux cas de Covid-19 sur 907 échantillons prélevés, soit 31% de cas positifs, 51 guéris et 4 décès. Nous avons déploré le 6 juin 2020 le décès d'un patient de 33 ans dans un tableau de choc septique. Le diagnostic Covid positif a été fait post-mortem. Ce jour, nous notons 2 autres décès au service de réanimation du CHU de Trècheville. Il s'agit d'un patient de 64 ans sans comorbidité apparente, d'une patiente de 29 ans cardiopathe. Le dernier décès a eu lieu dans une structure sanitaire privée. Un patient âgé de 62 ans, obèse, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 12 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 684 cas confirmés, dont 2263 personnes guéries, 45 décès et 2376 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 179. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et
il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches vulnérables. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Face aux défis de la sécurité, de l'intégration et du développement transfrontalier dans l'espace CEDEAO, c'est le thème qui a marqué l'édition 2020 de la Journée africaine des frontières. Dans notre pays, la célébration de cette journée qui a lieu tous les 7 juin a été marquée par un panel. La rencontre a vu la participation de plusieurs experts en matière de sécurité, de développement et d'immigration. Je vous propose de suivre notre compte-rendu. Autour d'un panel d'experts, la Côte d'Ivoire a célébré de façon initiale la Journée africaine des frontières, une première depuis l'activation du secrétariat exécutif de la Commission nationale, avec en toile de fond la Covid-19. Dans le contexte de la fermeture des frontières, l'OIM travaille avec le gouvernement sur plusieurs axes, notamment et tout d'abord l'appui à la surveillance des frontières. Donc l'équipement en matériel sanitaire, en formation, les sensibilisations notamment dans les zones frontalières et transfrontalières, puisque ce sont des zones stratégiques si l'on veut réussir à pouvoir endiguer la transmission de la maladie. Une commémoration qui a pour objectif d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et à faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration. Je retiens que la coopération transfrontalière, c'est-à-dire la coopération entre les pays voisins, les pays limitrophes, doit être intensifiée, notamment à travers certains secteurs spécifiques comme la sécurité, les services de santé, les autorités administratives. Mais au-delà de cela, il faut que nos populations dans les zones frontalières s'approprient tout ce qui est méthode de sécurité sanitaire, méthode barrière, les mesures barrières, qu'elles s'approprient ces mesures barrières, elles commencent à vivre avec cela. Il en va de même de tous ceux qui vivent en Interland dans un pays. Nous devons nous y habituer. Les populations qui sont aux frontières doivent s'habituer à vivre avec cette pandémie. Soucieuse de ses engagements internationaux, la présente célébration traduit de façon claire la vision du gouvernement ivoirien de faire de la gestion des frontières un axe majeur de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix harmonieux. Tout autre chose, à présent, les nouvelles cartes nationales d'identité sont désormais disponibles. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, a procédé vendredi au démarrage de l'opération de distribution. Et c'est la commune de Bingerville qui a été choisie pour le démarrage de la dite opération. Le compte-rendu de Franck Quadio. Bingerville, sous-préfecture. Dans cette salle, début de la phase de démarrage de la distribution des cartes nationales d'identité, présentation du récépissé d'enrôlement, vérification des informations puis authentification par l'index, les différentes étapes nécessaires à l'obtention de la précieuse carte, un soulagement pour ce pétitionnaire. Je viens de recevoir à cet instant même ma nouvelle carte d'identité et c'est avec vraiment une grande joie que je voudrais encourager les frères qui ne se sont pas encore enrôlés à le faire. Ils sont une trentaine sélectionnés par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification pour cette phase symbolique de démarrage. Des pétitionnaires qui découvrent les caractéristiques de cet outil dit sécurisé par le directeur général de l'ONESI. Les informations y sont gravées au laser, elle n'a pas besoin d'être plastifiée. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une carte qui pourra offrir des services électroniques dans les mois à venir aux Ivoiriens, tels que la signature, par exemple, des documents de façon électronique, etc. Il est très important de ne pas se ruer vers les centres de distribution de façon systématique. Les pétitionnaires seront notifiés par SMS
Donc tant que vous n'avez pas reçu votre SMS, c'est que la carte n'est pas encore acheminée vers le centre de distribution. Donc vous recevrez le SMS vous indiquant où votre carte est disponible. Nous démarrons aujourd'hui donc officiellement par Bingerville. Nous allons nous étendre la semaine prochaine surtout à Abidjan et nous poursuivons à l'intérieur du pays la semaine qui suit. La nouvelle carte d'identité, un document administratif qui s'inscrit dans la pérennité. C'est la première carte sur laquelle va figurer le numéro unique d'identification qui donc sera assigné à chaque Ivoirien. Donc chaque Ivoirien aura son numéro unique d'identification qui se retrouvera à terme sur tous les autres actes administratifs. Les nouveaux majeurs, comme ceux venus pour le renouvellement, expriment leur satisfaction. Ma carte d'identité, je ne voyais plus la photo, donc j'étais obligé de la renouveler. Donc c'est dans ce sens que je suis venu faire le renouvellement et aujourd'hui j'ai obtenu ma carte d'identité. Je suis très heureux. La nouvelle carte nationale d'identité, désormais disponible certes, mais l'opération d'enrôlement suit son cours. L'ONESI invite les populations à ne pas négliger cette opération dont la phase dite généralisée a débuté le 17 février dernier. Un sous-quartier de la commune de Port-Bouët va bénéficier de l'extension du réseau électrique. Vendredi, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a lancé les travaux. Selon Abdrahmane Cissé, ce projet va améliorer les conditions de vie des populations. Un projet qui sera élargi au marché afin d'éviter les branchements anarchiques, source d'incendie. Voyons tout cela avec Francis Boifo. Mise sous tension et lancement des travaux d'extension du réseau électrique d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Bouët. Ces travaux vont s'achever à la fin du mois d'août prochain. Nous avons autorisé la prise en compte de nouveaux travaux d'extension qui permettront l'installation de 81 nouveaux poteaux dans votre village. J'ai initié au nom du gouvernement des travaux de renforcement du réseau existant sur 5 km. Et réparer une centaine de lampadaires pour un montant d'environ 75 millions de francs CFA. 950 compteurs ont été donnés gratuitement à ces populations et ça va se poursuivre dans tous les 6 quartiers du village d'Adjaoui-Koubé. Ma joie est grande et illimitée. Nous voyons que le gouvernement travaille pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. C'est leur souci permanent et nous ne pouvons que les encourager à continuer. Plusieurs autres quartiers de la commune de Port-Bouët seront bénéficiaires de ce vaste projet d'extension du réseau électrique. Dans le cadre de la lutte contre les incendies dans les marchés, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables annonce. Nous allons intensifier le programme électricité pour tous dans les marchés pour permettre à nos mères, nos sœurs, nos frères et sœurs qui travaillent dans ces marchés-là de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'avoir une énergie de qualité en évitant les branchements anarchiques, qui sont souvent à l'origine de court-circuits et d'incendies. Le ministre Abdrahmane Cissé a mis à profit cette rencontre pour inviter les populations à participer massivement à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Il a également fait don de vivres et non-vivres aux populations d'Adjaoui-Koubé. D'un sous-quartier à un autre, cette fois-ci dans la commune d'Abobo, c'est Biabou qui va bénéficier de la construction de 2 châteaux d'eau. Un projet qui devrait mettre fin au calvaire des populations qui dure maintenant depuis plusieurs années. Ces 2 châteaux d'eau vont également desservir les communes de Cocody, d'Anyama et une partie de Yopougon. C'est un reportage signé Grace Kando. L'eau source de vie est une denrée rare ici au quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Un véritable parcours du combattant pour s'en approvisionner. Pour avoir de l'eau, il faut se lever très tôt avec des bidons de 25 litres. Le bidon de 25 litres comme ça, on achète ça à 100 francs. 100 francs. Pour parfois quand c'est chaud à 150. Chaque matin on se lève pour aller chercher de l'eau à Bobaoulé. Souvent si on s'en va à Bobaoulé, il y a beaucoup d'hommes. On s'en va, il y a un village, on appelle ça Djibi. On s'en va là pour chercher de l'eau pour livrer aux clients. On paye à 25 francs. Maintenant, on vient livrer à 100 francs les clients. Un cri du cœur qui trouvera bientôt des solutions. Pour combler le déficit en eau potable dans les communes de Cocody, d'Abobo et d'Anyama, 2 châteaux d'eau de 5000 m3 sur 35 mètres de haut, soit 10 000 m3, sont en construction à Biabou. Ces châteaux d'eau vont également desservir une partie de la commune de Yopougon. Coût des travaux, 10,712 milliards de francs CFA. Les travaux de ce projet ont démarré le 1er juin 2018 et prennent fin en décembre 2020. L'eau qui sera traitée à partir de la station de traitement d'eau potable de l'AME sera acheminée dans 2
sur 2 réservoirs de tête de 5000. Donc on aura sur le site une quantité d'eau de 10 000 m3 qu'on va prendre pour alimenter la population d'Abidjan. Aujourd'hui, nous produisons environ 640 m3 par jour et les besoins jusqu'en 2025 vont être évalués à 862 m3 par jour. Alors ce déficit d'environ 222 m3 par jour sera comblé par le château d'eau, par ce projet-là qui va produire, n'est-ce pas, 240 000 m3 par jour. Ces 2 châteaux d'eau de Biabou en construction ont une particularité. Donc la particularité de la réalisation de ces châteaux, d'habitude les châteaux, on les fait de bas en haut, radier, fût, cuve, coupole. Ça oblige, compte tenu des hauteurs, si on devait faire comme ça sur ces châteaux-là, d'avoir un étaiement énorme, absolument gigantesque. Donc une technique qui est employée depuis quelques temps quand même, qui a été faite pour les châteaux de Djibi et de Ndautré, on réalise la cuve au sol. Et après, une fois que c'est terminé, on monte la cuve jusqu'à se mettre en place, on lit le tout, et ça permet un gain de temps et des économies substantielles en moyens. Ces châteaux d'eau de Biabou s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la rivière de Lamé. Coût global du projet, 212 milliards de francs CFA. Un clin d'œil à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Il n'y aura pas d'intérim au Burundi. Le nouveau président Évariste Ndayishimiye devrait être investi le plus rapidement possible, a décidé hier vendredi la Cour constitutionnelle après le décès prématuré du président sortant Pierre Nkurunziza. Pour pallier la vacance à la tête de l'État, il a demandé à ce que le nouveau président, élu le 20 mai dernier, soit investi au plus vite. Le général Évariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août prochain, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, décédé. Et puis, les pays africains ont appelé vendredi l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à organiser un débat urgent sur le racisme et les violences policières. La requête intervient dans un contexte de la mobilisation mondiale après la mort de George Floyd aux États-Unis. Dans une lettre écrite au nom des 54 pays du groupe dont il est le coordonnateur pour les questions des droits humains, l'ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève, Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à l'organe onusien d'organiser un débat urgent, un débat sur les violations actuelles des droits de l'homme, d'aspiration raciale, le racisme systémique, la brutalité policière contre les personnes d'ascendance africaine et la violence contre les manifestations pacifiques. Voilà, c'est tout pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur les www.rti.ci. À demain.